Bonjour. Nous reprenons avec la correction du devoir que je vous ai recommandé de préparer pour aujourd'hui. Il s'agit donc du devoir de la page 230 concernant la chronologie de la poésie en France depuis le Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. Et plus exactement, depuis les troubadours jusqu'à Apollinaire. Bien. Pour cette période-là, nous parlerons de Bernard de Ventadour, de Marie de France, donc, qui ont vécu au XIIe siècle. Pour Bernard Ventadour, il est né en 1125 et décédé en 1200. Et il y a une question qui se pose sur l'exactitude de cette date. Donc, il est troubadour. Un troubadour est un poète qui écrit des poèmes en langue d'oc. Et la langue d'oc, c'est une langue ancienne, plus précisément au sud de la France. Et quand on dit aujourd'hui le sud de la France, c'est par exemple Marseille. Et là, ces poètes écrivaient et transformaient leurs poèmes en chansons. Et ils se déplaçaient dans des châteaux et chantaient devant des souverains. En contrepartie, ils sont assurés de leur couvert et de leur gîte. Leur gîte, c'est-à-dire leur abri, leur demeure, donc en contrepartie. Bernard de Ventadour est le troubadour cité dans le recueil. Né dans le Limousin, il écrit en langue d'oc, l'ancien français du sud de la France. Pour Marie de France, elle est née vraisemblablement en 1130 et décédée en 1180. Elle raconte l'histoire d'amour de Tristan et Iseut dans l'allée du Chevrefeuille. Et comme vous le savez, ça vous rappelle ce que vous avez vu et étudié l'année dernière sur ce filtre d'amour, et bien entendu qui a vraiment bouleversé et la vie de Tristan et la vie d'Iseut pour en faire une légende dans l'histoire de l'amour. Une chanson de toile est un genre poétique du Moyen Âge, ainsi nommé parce que les femmes, sans doute, chantaient ces chansons en travaillant à leur métier à tisser. Adam de la Hole, là encore, une question qui se pose sur sa vraie date de naissance et de décès, 1240-1288. Othon de Grandson, 1330-1395. Et Jean Froissart, probablement né en 1337 et décédé en 1410. Donc ces poètes ont écrit des rondons. Guillaume de Machaut, 1300-1377, et François Villon, 1431, après 1463, ont écrit des ballades. Christine de Pisan, 1364-1431, et Charles d'Orléans, 1394-1465, ont écrit des rondeaux et des ballades. La ballade des proverbes de Villon porte ce nom car elle est composée d'une suite de proverbes. Par exemple, ce proverbe très connu, « Tant va le pot à l'eau qu'il brise », et le proverbe qui revient en refrain à la fin des strophes et de l'envoi final, « Tant crie l'on Noël qu'il vient ». Un dizain est un poème de divers. Clément Marot, né en 1496 et décédé en 1544, a écrit le dizain de la neige, que vous avez à la page 40. Un sonnet est un poème d'origine italienne que les poètes de la Renaissance ont introduit en France. Il est composé de 2 quatrains, suivis de 2 tercets. Donc c'est ce que nous avons déjà vu lors de la versification. Le maître est l'alexandrin. Les rimes sont disposées selon des règles fixes. Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard et Louise Labbé ont écrit des sonnets, donc ce que nous avons vu,
lors de la séance précédente. Joachim du Bellay, 1522-1560. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Pierre de Ronsard, 1524-1585. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle. Je vous envoie un bouquet que ma main, comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, Louise Labbé, 1526-1565 ou 1524-1566, selon d'autres sources. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Le poème de François de Malherbe, 1555-1626, s'intitule Consolation à Monsieur du Perrier sur la mort de sa fille. Le poète emprunte cette image à Ronsard, mignonne. Allons voir si la rose, page 45. Je vous envoie un bouquet que ma main, page 47, comme on voit sur la branche au mois de mai, la rose, page 49. L'estance à marquise de Pierre Corneille, 1606-1684, font penser au sonnet de Ronsard. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle. Dans les deux poèmes, le poète âgé essaie de séduire une jeune fille en lui rappelant que sa jeunesse n'est pas éternelle et que les vers d'un poète célèbre pourraient immortaliser sa beauté. Voici les morales des fables de Jean de La Fontaine, 1621-1695. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La cigale et la fourmi. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Le loup et l'agneau. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Le renard et les raisins. Les derniers vers de la laitière et le pot au lait. Dont, qui ne fait des châteaux en Espagne, autant les sages que les fous. Jean-Pierre Clarisse de Florin, 1755-1794, est également auteur de fables. Le Grillon, page 75. Voici des titres de chansons célèbres écrites au XVIIIe siècle. Vive la rose, aux marches du palais. Il pleut bergère. Fabre d'Églantine, 1750-1794. Plaisir d'amour, Jean-Pierre Clarisse de Florian. Marceline Desportes-Valmore, 1786-1859, est une femme poète célèbre. Récitation d'une strophe du poème de Lamartine, Le lac. Poème de Victor au choix des élèves. Alfred de Musset, 1810-1857, a écrit ses vers dans le poème intitulé Tristesse. Le poème de Charles Baudelaire, 1821-1867, qui fait écho à Une allée du Luxembourg de Gérard de Nerval, 1808-1855, s'intitule À une passante. Récitation d'un poème au choix de Paul Verlaine, 1844-1896. Guillaume Apollinaire, 1880-1918, est l'auteur d'un calligramme intitulé La colombe poignardée et le jet d'eau. Un calligramme est un poème où les vers sont disposés de façon à figurer une image, objet, personne, animal, qui évoque le sujet du poème. Venu au Japon, un haïku est un poème court de 17 syllabes, réparti en 3 vers, composés respectivement de 5, 7, 5 syllabes. Un haïku doit obligatoirement comprendre un mot dit de saison, qui fait référence à une saison ou à la nature. Le poème évoque des émotions, mélancolie ou émerveillement. Donc, les élèves relèveront un haïku de leur choix, page 241 à 243. Donc, comme vous pouvez le constater, chers élèves, ce que je viens de vous lire, là, et de vous transmettre, ce sont des informations comportant des dates et des noms de poètes, mais aussi des termes relatifs à la poésie, comme sonnet, comme haïku, comme troubadour. Donc, ce sont des noms dont vous devez retenir la définition. Et
mais aussi lors de la lecture, de votre lecture, de ce que je viens de vous envoyer, vous devez avoir avec vous votre manuel à la page 230 et vous devez relier chaque passage à, au sujet concernant les titres que vous avez là en couleur, donc en rouge, comme les poètes du Moyen Âge, page 10, de la page 10 à la page 36, ou encore la Renaissance, de la page 37 à la page 51, et ainsi de suite. Il s'agit là comment dire, d'un roman, ou plutôt d'une recherche sur l'historique, sur la chronologie, et surtout sur l'évolution de la poésie française depuis les troubadours, donc depuis le Moyen Âge, jusqu'à l'époque d'Apollinaire. Et comme vous pouvez le constater, vous avez là la première de couverture de ce guide, ou plutôt de ce recueil sur euh, la poésie, ou ce qu'on peut appeler une petite anthologie poétique, avec un choix de texte d'Annie Colonia Barrez. Et vous pouvez rencontrer des pages. Il ne s'agit pas de pages de votre manuel, mais ce sont des pages, celles de l'œuvre dont il est question et dont nous parlons aujourd'hui. Merci. Bonjour. La séance d'aujourd'hui commence avec un exercice verbal, celui de la conjugaison d'une catégorie de verbes. Ils sont certes irréguliers, ils font partie du troisième groupe, mais ils ont cette particularité de transformation qui s'effectue lorsque nous passons de l'infinitif à un temps. Et plus exactement aujourd'hui, nous allons les voir au mode participe. Pour l'information, nous savons que le mode participe, comme le mode infinitif, ils font partie des modes qu'on appelle non personnels. Parce que nous avons des modes encore personnels, comme c'est le cas de l'indicatif, comme c'est le cas du conditionnel, puis le subjonctif, et enfin l'impératif. Ces modes sont dits personnels parce qu'ils ont des personnes. Il y a une vague variabilité dans les personnes et ils se conjuguent à toutes les personnes. Sauf bien sûr le mode impératif qui en a que 3. Pour les modes non personnels, nous avons l'exemple de l'infinitif et celui du participe. Et nous savons que pour ces modes, ils ont respectivement 2 temps. Le mode infinitif, on parle de l'infinitif présent et de l'infinitif passé. Nous parlons aussi du participe présent et du participe passé pour le mode participe. Et tout au long de ce que nous allons dire, nous allons faire cette remarque de cette transformation qui s'effectue lorsque je passe de l'infinitif au mode participe, aussi bien pour le verbe pour résoudre que pour les verbes coudre. Et déjà, résoudre et résoudre, donc cette sonorité, donc, avec la terminaison de DRE, DRE. Donc, si nous conjuguons les verbes résoudre et coudre au mode participe, et tout à l'heure je n'ai pas détaillé pourquoi c'est ce mode et non personnel, parce que je peux dire un exemple. Nous prenons un exemple d'autres verbes. Après avoir joué, plutôt après avoir joué, nous avons le participe. J'ai pris une douche.
après avoir joué, vous avez pris une douche. Donc là, vous remarquez qu'il n'y a pas de personne. On a la même orthographe et le même emploi de la même expression pour le mode participe joué. Comme par exemple dans un gérondif, parce que le participe présent est souvent associé à la préposition en pour former un gérondif, et vous savez déjà, nous en avons déjà parlé, que j'emploie le gérondif lorsque le même sujet fait les deux actions et que les deux actions se déroulent en même temps. Nous avons, je peux dire par exemple, mon père sirote un verre de thé en lisant le journal. En lisant. Je peux dire cette même phrase, mais avec des personnes que je vais changer, mais je garderai le même gérondif. En sirotant leur verre, mes parents lisent le journal. En sirotant son verre, ma sœur lit son journal. Donc ce qui fait, nous avons toujours en sirotant. Pour toutes les personnes. Donc il est non personnel. Et c'est pour cela que nous disons que c'est un mode qui est non personnel. Bien. Donc si nous conjuguons le verbe résoudre et le verbe coudre au mode participe, nous obtiendrons la conjugaison suivante. Résoudre, c'est résolvant. Quelle remarque peut-on faire? Eh bien, là, nous avons la lettre D qui disparaît dans le participe présent. Il n'y en a pas, mais elle est remplacée avec une double consonne. L, V, pardon. Là, je peux même essuyer, pardon. Résolvant, nous avons LV, avec bien sûr ANT. C'est la terminaison de tous les verbes lorsqu'ils sont conjugués en mode participe présent. ANT. Et puis là, résolu. Résoudre, dans le participe passé, il est remplacé. D est remplacé par L, avec bien entendu la terminaison U. Comme vous pouvez le constater, il y a cette transformation. La même chose pour coudre. Participe présent, c'est cousin. Nous avons D, qui est remplacé par la consonne S. Pour le participe passé aussi, nous avons D qui est remplacé par la lettre S. Vous voyez que nous avons des transformations. Pourquoi le choix de ces verbes? Parce que souvent, les élèves ont du mal à trouver l'orthographe juste pour ces verbes. Nous n'avons pas que coudre et résoudre, nous avons aussi moudre. Nous avons écrire, qui change aussi d'écriture lorsqu'il passe de l'infinitif au participe, aussi bien le participe présent que le participe passé. Et nous allons voir ces choses-là dans les trois exemples que nous avons dans le tableau suivant. Oui. Bien. Donc, comme je viens de le dire, nous avons trois situations de trois verbes qui ont presque la même terminaison, sauf que pour les trois verbes, il va y avoir des transformations lorsqu'ils passent de l'infinitif au mode participe. Comme c'est le cas ici, sois attentif en écrivant cette lettre. Nous avons le gérondif en écrivant. Et pour le gérondif, il est constitué toujours de la préposition en plus le participe du verbe. Et là, comme vous pouvez le constater, l'infinitif de écrivant, c'est écrire. Et dans l'infinitif, il n'y a pas de V. Donc, apparition d'une nouvelle consonne, celle de V en écrivant. Et qui ne va pas apparaître dans
le participe passé, parce que nous avons le participe passé de écrire avec IT, comme c'est le cas ici, écrit. Pardon. Voilà, c'est le participe passé où V disparaît. Alors que là, nous avons V encore qui remplace R, qui n'est pas dans le radical, mais qui apparaît dans la conjugaison du mode participe. Ceci pour le verbe écrire. Maintenant pour le verbe coudre. Comme vous pouvez le constater, nous l'avons dit tout à l'heure, ma mère m'a cousu mon pantalon déchiré. Et bien là, S qui remplace, bon là nous avons S qui remplace D. Il n'y a pas de D. Et D est remplacé par S. Donc pour voir la transformation qui se fait lorsque je passe de l'infinitif au mode participe. Et vous l'avez là. Ça, c'est le verbe coudre. Quand je le conjugue au présent de l'indicatif, je couds avec DS. Mais il ne se prononce pas. Je couds. Il est muet, D ici. Nous cousons. Là encore, il y a la transformation qui se fait. D remplacé par S, par une autre consonne. Cousant, la même chose pour le participe présent, cousu. Donc S qui vient remplacer la lettre D. Ce moulin à café a bien moulu. Là, nous avons le verbe moudre. Et là, c'est le participe passé. Qu'est-ce que vous remarquez là? Eh bien, l'infinitif, c'est moudre. Pardon? Eh bien, D est remplacé par L. Moulu. C'est une remarque, c'est une constatation. Il n'obéit à aucune règle. Parce que nous savons que ces verbes appartiennent au troisième groupe. Et le troisième groupe a la particularité d'être divers, multiples et tout simplement ces verbes sont irréguliers. Ce moulin à café a bien moulu, ne remplaçant D par L. Comme je vois ici, je moue, ne moulant, là encore, c'est le L qui remplace D dans la conjugaison de l'indicatif présent. Là encore, c'est comme le verbe coudre. Je moue, D ici est muet. Il est là, il est présent comme son, donc elle est présente, mais on ne prononce pas cette consonne. Je moue, ne moulant. Le participe passé, c'est avec encore ce L qui vient remplacer D. Et bien entendu, la terminaison du participe présent. Là encore, moulu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exercice verbal qui a un rapport avec les verbes, mais aussi ça a un rapport avec l'écriture, avec l'orthographe de ces verbes. Et vous devez savoir comment, bien entendu, les écrire. Parce que souvent, je le dis, je le répète, les élèves ont du mal, ont des difficultés, rencontrent des difficultés à écrire convenablement ces verbes. Donc, je moue, ne moulons. Je cherche un verbe, celui de résoudre. J'ai résolu le problème en quelques minutes. En résolvant ce problème, beaucoup de choses vont s'améliorer. En résolvant, LV, c'est une double consonne ici qui remplace D. Nous savons ici qu'avec écrire, avec coudre, avec moudre, une seule consonne qui est substituée à D ou bien à R, mais pour le verbe résoudre, il a la particularité de se faire joindre dans l'orthographe du participe présent et du participe passé plutôt du participe présent par une double consonne, LV. Nous l'avons vu tout à l'heure dans l'explication. Donc, ceci dit, pour ces verbes, donc vous avez eu l'orthographe, les remarques que l'on peut faire dans ce point-là. Je vous enverrai des exercices, bien sûr, mais avant des traces écrites pour cette leçon. Je vous enverrai aussi une leçon que je vois intéressante pour vous, à savoir
là c'est un exercice orthographique. Les noms composés. Nous savons que les noms composés, c'est-à-dire formés de deux mots. Et ces mots peuvent être tous les deux des noms, comme ils peuvent être un nom et un autre nom, mais comme trait d'union, nous avons une préposition, comme le cas de Salah, manger. Nous pouvons avoir des noms composés constitués de verbes et de noms, comme un porte-avions, un porte-clés, porter des clés, porter des avions. Donc nous avons le verbe, donc là je parle de la signification, le verbe et le nom. Nous pouvons avoir tout court des verbes, c'est-à-dire un nom composé de deux verbes. Exemple, un laisser-passer, des laissés-passer. Et nous allons voir leur orthographe dans toutes ces combinaisons-là pour obtenir un nom composé. Je vous parlerai aussi de ce que je vous ai donné la dernière fois, les exercices que je vous ai demandé à effectuer pour la séance d'aujourd'hui. Je vous enverrai la correction et ma foi, je vous enverrai, parce que nous aurons une autre séance cette semaine, celle de vendredi. Nous allons parler de la poésie chantée, c'est-à-dire poème, chanson, et je vais vous envoyer encore c'est-à-dire des chansons pour mieux vous familiariser. Et puis c'est la fin de la saison, donc nous y arrivons, c'est dans quelques jours. Donc j'aimerais bien qu'on finisse sur une bonne note, à savoir, bien sûr c'est dans le cadre du programme, dans le cadre du respect du planning que nous avons, je vous enverrai donc des chansons. Et je vous rafraîchirai la mémoire avec cette chanson que nous avons vue. Je parle particulièrement de mes élèves, celle que notre sympathique élève Adam Schindel avait chanté pour nous, à savoir Qui a le droit, du grand chanteur français Patrick Bruel. Je vous remercie de votre attention et donc à tout à l'heure. Donc, après l'exercice verbal du mode participe, et plus particulièrement le participe des verbes résoudre, coudre, moudre et écrire, donc, et bien entendu, toute cette catégorie de verbes qui appartiennent au troisième groupe, donc ils sont irréguliers et qui connaissent des changements très remarquables lors de la transformation, par exemple, de l'infinitif au mode participe, aussi bien participe présent que passé. Maintenant, nous allons voir un autre registre, plutôt un autre exercice, mais cette fois-ci, il est orthographique et il est aussi important que le premier, dans la mesure où l'élève doit être capable, à travers cette leçon, d'écrire correctement au pluriel les noms composés. Nous disons qu'un nom est composé lorsqu'il est formé de deux ou encore trois, parce que souvent, il y a une préposition qui intervient entre un nom et un verbe et un nom, entre deux adjectifs, entre deux verbes, et ainsi de suite. Donc, je vous donne des exemples, parce que là encore, c'est un exercice purement technique. Il faut connaître et maîtriser les transformations, c'est-à-dire répondre à la question quand est-ce que je dois accorder, c'est-à-dire ajouter la marque du pluriel, et quand est-ce que ceci n'est pas possible. Voilà. Donc je vais vous donner un certain nombre pour être plus pratique, donc un certain nombre de noms composés, et on va savoir si ils doivent porter la marque du pluriel ou non. Je vais vous énumérer un certain nombre de situations où il y a emploi de ces noms composés. À l'occasion de la nouvelle année, la Banque Populaire offre des porte-clés à sa clientèle. Dans cette forêt,
il n'y a que des chaînes lièges. La surveillante générale d'internat utilise des passe-partout pour entrer dans les dortoirs. Dans ce magasin, on vend des coffres forts. Actuellement, on s'occupe bien des sourds-muets. Asma et Rachida sont les arrière-petites-filles de mon oncle. Comme tu aimes la poésie, je te conseille de lire les chefs-d'œuvre de Victor Hugo. Donc là, je relis. À l'occasion de la nouvelle année, la Banque Populaire offre des porte-clés à sa clientèle. Deuxième situation, dans cette forêt, il n'y a que des chênes lièges. La surveillante générale d'internat utilise des passe-partout pour entrer dans les dortoirs. Dans ce magasin, on vend des coffres forts. Actuellement, on s'occupe bien des sourds-muets. Asma et Rachida sont les arrière-petites-filles de mon oncle. Comme tu aimes la poésie, je te conseille de lire les chefs-d'œuvre de Victor Hugo. Bien. Donc, nous allons voir ces noms composés, chacun dans sa situation et dans le contexte où il est utilisé. Pour la première situation, nous avons porte-clé. Il s'agit d'un verbe plus un nom. Porte est un variable, clé est variable. Je répète, porte-clé. Porte, nous avons ici associé un verbe à un nom pour former ce nom composé. Dans la deuxième situation, chêne, liège, nous avons un nom plus un nom. Donc les deux s'accordent. Troisième situation, passe-partout, un verbe plus un adverbe. Donc les deux sont invariables. Coffre, fort, un nom plus un adjectif. Les deux s'accordent. Sourd-muet, un adjectif plus un adjectif. Donc les deux portent la marque du pluriel. Arrière, petite fille. Comme vous pouvez le constater, nous avons un adverbe plus un nom. Donc, les deux derniers termes, les deux derniers mots, à savoir petite et fille, s'accordent, alors que nous savons déjà que l'adverbe est un variable. Chef-d'œuvre, nous avons un nom, plus une préposition, plus un nom. Donc le nom s'accorde pour le deuxième, puisqu'il est attaché, précédé d'une préposition, donc il est un variable. Donc je vais vous envoyer, chers élèves, un tableau récapitulatif de cet exercice, de ce réemploi, plus un tableau indicatif qui nous indique et qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut accorder et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire.